rôle de ce forum. Nous espérons que l'année prochaine, vers le mois de février, nous puissions sortir l'annuaire. Ce que vous voyez en tout cas ici, c'est la couverture de l'annuaire Haïti 10 sur 10. C'est sur ça que nous travaillons ici. Cet annuaire de 2021, maintenant, il est sorti avec un ensemble de textes de différentes associations professionnelles qui identifiaient les 10 principaux problèmes dans leur secteur, qui proposaient 10 solutions. Cette année, le thème central, et nous devons saluer la présence dans la salle aussi d'une grande collaboratrice que nous avions à ce moment-là, quand on faisait ce forum de 2021, c'est Belinda Duverso, qui est là avec nous dans la salle, maintenant qui a rejoint l'IGF, c'est ça. Et c'est toujours le même travail. C'est toujours le même travail, on est content de le voir. Donc, on va cette année travailler sur le thème central de la lutte contre la corruption. Donc, il y a, pour ce thème central, on organise un concours avec des étudiants de différentes universités ici, de province et puis de la province aussi, de différentes disciplines. Il y a toutes les universités qui sont là, des disciplines comme la sociologie, le droit, la psychologie, tout naturellement l'économie, la philosophie, etc. Donc, on était parti pour 60 étudiants. Et on est à 300 maintenant, on ne sait pas comment on va gérer tout ça, mais étant donné que nous avons de grands collaborateurs en IGF, il y a un grand support pour nous, c'est l'occasion pour nous de saluer le directeur général qui est là avec nous. On ne la connaît pas, Madame Morancy, qui est là avec toute l'équipe de l'IGF. Et nous accueillons aussi tous les autres partenaires, les partenaires publics, les partenaires de la société civile, les partenaires publics qui vont présenter pour nous aujourd'hui, qui vont se prêter à cet exercice, et puis les partenaires de la société civile, Avocats sans frontières, FED, femmes universitaires, etc., et les autres qui sont là avec nous. Donc nous vous saluons tous, et puis c'est un grand honneur pour moi de vous présenter l'homme par qui tout cela arrive. L'homme par qui tout cela arrive, moi je suis tout simplement là pour l'encourager et encourager les autres personnes qui sont avec lui, mais c'est lui, l'homme par qui tout cela arrive, et je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît, c'est le Caleb Politique, c'est le secrétaire général de la chaire de l'État. Merci, professeur, pour cette présentation. Merci, Maître Laurent. Mes salutations à tous et à toutes. Je suis vraiment content que nous soyons honorés par certaines présences, par n'importe quelle présence. Donc, je vous fais grâce d'un discours parce que justement, je prends la parole pour attirer l'attention de nos étudiants en particulier sur le bien fondé de ce forum dit Forum anticorruption. Nous savons pertinemment que l'objectif au niveau de la chaire de gouvernance, c'est d'élever le niveau de la lutte contre la corruption, l'élever à un niveau académique, donner la dimension académique à la lutte contre la corruption. Nous savons déjà ce que fait USCC, ce que fait UPREP, IGF et autres. Maintenant, qu'est-ce que nous avons au niveau de la société civile comme responsabilité dans la lutte contre la corruption? Comment est-ce qu'on peut profiter des compétences de nos différentes institutions étatiques, des institutions de la société civile qui œuvrent dans la lutte contre la corruption pour aider à élever ce niveau? Et le pilier pour faire ce travail, c'est vous, les étudiants. Parce que si, avec nos rédacteurs pour le module de formation, nous produisons la connaissance pour la lutte contre la corruption, eh bien, de votre côté, vous avez l'obligation de faire l'effort d'effectuer des recherches sur la lutte contre la corruption. Et vous avez avec vous les compétences qu'il faut. Et ils sont là. Ils sont là pour vous dire comment ça fonctionne dans leurs institutions respectives
Et vous, questionnez-vous pour voir comment est-ce que je vais orienter mes recherches à partir de leurs interventions. Comment est-ce que je vais orienter mes recherches et trouver un problème, non seulement identifier le problème, mais voir comment apporter un élément de solution au problème identifié en ce qui a trait à la lutte contre la corruption. Je vous invite à être très attentifs, les écouter avec une attention soutenue afin que, après ces différentes interventions, vous direz, ah bon, là, j'ai fini par trouver ce que je cherchais pour mon mémoire de licence en lutte contre la corruption. Donc, une fois de plus, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues pour les 2 premières conférences du Forum anticorruption, et ceci pour votre plus grand bien, pour pouvoir vous aider à vous acquitter de cette dette académique, à savoir rédiger votre mémoire. Une fois de plus, merci aux autorités qui nous honorent par leur présence. Merci aux intervenants ici présents. Et je vous souhaite bonne écoute et je donne la parole à M. Laurent. Merci. Merci. Voilà, on va pouvoir commencer. Et on va écouter les exposés d'abord et après, on va passer au livre. D'accord. Vous êtes d'accord avec cette formule? On va les écouter, les grands dignitaires, et après, on va passer au livre. Alors, la première intervention sera présentée par la direction générale des impôts. Alors, il s'agit de M. Joseph Wilbert Montgérard. J'ai bien dit ça? Montgérard, ah, OK. Et Mme Marie Yesline Saint-Hilaire. C'est chef de service de la législation fiscale. Donc, on ne féminise pas ce mot, chef de service. Avec des aides. Ah, bon, parfait. Alors, ils vont nous présenter, ils vont nous parler de son projet, leur projet de monographie, édition 2023-2024 de la bière Haïti 10/10, consacrée à la lutte contre la corruption. Vous avez à vous 30 minutes. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, M. Laurent. Je suis Joseph Wilbert Montgérard. Je suis directeur des ressources humaines et de la formation à la Direction générale des impôts. C'est toujours un honneur pour moi de participer à ce genre d'activités, et notamment cette activité qui vise à lutter contre la corruption en Haïti. C'est un honneur pour nous de partager avec vous comment on comprend la lutte contre la corruption à la Direction générale des impôts. Donc là, il y a un plan qui nous a été proposé, que nous n'allons pas suivre strictement, mais nous allons faire de notre mieux pour vous indiquer comment, à la Direction générale des impôts, nous comprenons la lutte contre la corruption et comment la Direction générale des impôts peut participer également à cette lutte. On est d'accord que la corruption est de plus en plus un problème prééminent dans le monde. Donc là, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un phénomène strictement haïtien. Et on est d'accord également que Haïti fait face à ce phénomène. Un phénomène qui se manifeste à tous les niveaux au sein de la société haïtienne. Et nous sommes d'accord également que ça représente une menace pour le développement durable du pays. En Haïti, il y a l'existence de presque tous les signes de corruption, à commencer par le copinage, les pots de vin, extorsion de fonds, évasion fiscale, détournement de fonds, conflit d'intérêts, délit d'initié, fraude fiscale, de racket,
et on pourrait ajouter entre guillemets la brasse, donc le favoritisme. Donc là, on trouve tous ces signes de corruption en Haïti, et notamment à travers les organismes publics. Donc, on est d'accord que c'est un fléau qui nous ravage et contre lequel nous devons lutter. C'est quelques éléments de mes propos d'introduction. Je fais place à ma collègue Marie-Christine Cécilaire pour la suite. Bonsoir à tous et à toutes. Et comme vient de le dire le directeur général, je suis Marie-Christine Cécilaire, chef de service de la législation fiscale à la DGI. Je suis heureuse d'avoir la possibilité d'intervenir à cette activité. Et c'est une grâce, comme vient de le dire M. Brutus, de participer à la lutte contre la corruption. Parce que la corruption, qui est actuellement, ou bien depuis tantôt, un fléau qui gangrène le monde, si on ne tient pas compte, si on n'en tient pas compte, et si on ne lutte pas contre elle, elle va nous détruire. Nous avons l'habitude de sensibiliser des gens sur des problèmes sanitaires qui, comme le coronavirus, comme le choléra, qui tuent de manière visible et instantanée, mais la corruption, pour sa part, elle tue de manière silencieuse. Silencieusement, je m'excuse, la corruption nous tue. Elle est même plus violente que le choléra. Elle est même plus violente que le coronavirus. Pourquoi? Parce qu'elle est considérée comme un déclencheur de différents maux pour les sociétés et elle a des liens étroits avec d'autres formes de criminalité, comme le blanchiment d'argent. L'Organisation des Nations Unies, pour sa part, qualifie comme un mal insidieux, c'est-à-dire un mal qui a un caractère d'une maladie qui cache au début sa gravité réelle, comme le glaucome, le cancer. Si vous avez le glaucome, vous n'aurez aucun signe au départ. Quand vous aurez à l'identifier, c'est déjà catastrophique. C'est lorsqu'on arrive à un lieu ou bien à un moment où il est irréversible. Et c'est là qu'on va identifier la maladie. Et c'est bien malheureux, la corruption prend cette forme. La corruption est considérée comme un problème transnational, c'est-à-dire elle dépasse les frontières. Avec la mondialisation, on peut comprendre que nous réalisons nous réalisons comment nous sommes interdépendants. Un problème qui se passe en Haïti peut arriver en Chine facilement et bien vite et de manière vice-versa. Et voilà pourquoi nous devons nous mettre ensemble pour combattre ces genres de problèmes. Et nous devons intervenir vite, comme les organisations internationales le font. Ils interviennent bien vite parce que là, s'il y a une maladie qui gangrène, s'il y a une maladie qui transcende, nous devons nous mettre ensemble pour gérer. C'est dans cette perspective que l'OCDE, en 1997, a pris le devant dans la proposition d'une convention titrée « Convention sur la lutte contre la corruption publique étrangère dans les transactions commerciales et internationales ». Et l'ONU s'en est suivie en 2004
avec la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cette dernière que nous avons ratifiée par décret en date du 14 mai 2007 consacre tout un chapitre pour incriminer, détecter et réprimer la corruption. Elle a donné autant de définitions que de formes de corruption. Elle prévoit aussi que chaque État partie doit élaborer des politiques de prévention de la corruption et faire en sorte qu'existent chez eux des organismes, un ou plusieurs organes, qui auront pour charge de prévenir la corruption. Chez nous, en Haïti, nous avons notre cher ULCC et c'est un organe que nous avons pour lutter contre ce fléau qui est la corruption. Et en 2014, c'était le 12 mars 2014, nous avons un texte. Ce projet-là a été porté par l'ULCC. OK? C'est ce texte-là que nous avons dans notre législation, qui est la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Ce texte, en son article 3, définit pour nous ce qu'est la corruption. Bien que cette définition exclut la corruption du secteur privé, ce qui n'est pas bon selon nous, okay, parce que la corruption n'existe pas seulement dans le secteur public, mais jusqu'à présent, c'est cette définition que nous avons dans notre législation, on est obligé d'en utiliser. On peut bien vite voir ce que dit cet article. C'est l'article 3 de la loi du 12 mars 2014 qui dit « La corruption s'entend de tout abus ou de toute utilisation faite à son profit ou pour autrui, de sa fonction ou de son occupation par des personnes visées à l'article 2 de la présente loi au détriment de l'État, d'un organisme autonome, d'une institution indépendante, d'une collectivité territoriale, d'une organisation non gouvernementale ou d'une fondation bénéficiant d'une subvention publique, d'une entreprise privée avec participation de l'État. Si vous voyez toutes les citations que la loi du 12 mars fait, c'est des institutions publiques. Mais malheureusement, il y a de la corruption aussi bien dans le secteur privé. Maintenant, il nous faut et il est nécessaire de lutter contre ce fléau qui est la corruption que nous venons de définir. La lutte contre la corruption à tous les niveaux devient une priorité. C'est l'affaire de tout citoyen. Que nous ayons déjà commis un acte de corruption ou pas, nous devons nous mettre ensemble, nous devons mettre la main pour combattre, car directement ou indirectement, nous sommes les victimes de ce fléau. La lutte contre la corruption doit donc aller de pair avec le renforcement de l'état de droit, de la bonne gouvernance, ainsi qu'avec l'établissement d'institutions solides qui à leur tour seront la base du développement humain. Nous disons que la corruption doit aller de pair avec le renforcement de l'état de droit, parce que là où il y aura comment dire, là où il n'y a pas de liberté, là il n'y a pas de liberté, il y a plus de corruption. Si vous voyez le classement fait par Transparency International, vous verrez les institutions les mieux classées par l'indice de corruption, l'indice de perception de corruption. Ces institutions, ces pays-là sont aussi mieux classés dans la liste des pays classés selon la liberté ou bien la démocratie. Ce sont les pays
démocrates qui sont sont mieux placés selon l'indice de perception de la corruption. Merci. La corruption ne doit jamais être vue comme un phénomène inéluctable, c'est-à-dire un phénomène qu'on ne peut pas éviter. Non. Il y a des situations difficiles que le monde confrontait quelques années de cela. On pourrait croire qu'on n'allait pas pouvoir éradiquer, comme l'esclavage, mais pour le moment, on a finalement réussi. Pourtant, aujourd'hui, on a tourné la page avec l'esclavage. C'est-à-dire qu'on peut le faire aussi bien avec la corruption. C'est vrai, pour le moment, c'est l'idéal, mais on doit poursuivre. On doit poursuivre. La Direction générale des impôts se met avec vous, avec l'AFPEC, avec la chaire de gouvernance de l'AFPEC, pour apporter son quote-part pour arriver à cet idéal qui est éradiquer la corruption dans notre société. Et j'en profite pour remercier la chaire de gouvernance d'avoir fait le choix de la DGI pour participer à ces activités. Et je passe la parole au directeur Montgérard pour les suites nécessaires. Merci. Merci, Christine. En fait, le problème qu'il y a avec la corruption, c'est que souvent on pose des actes de corruption et on ne s'en rend même pas compte. Et c'est traduit souvent à travers des proverbes que nous traînons derrière nous. Par exemple, dégager, pas pécher. Donc, c'est ce qui fait que dans presque tous les actes que nous posons, que ce soit à travers les activités privées, que ce soit au sein de l'administration publique, souvent ces actes sont entachés de corruption. Et automatiquement, quand on parle d'organismes publics où il y a la corruption, c'est évident que dans le top 10, on va pointer la Direction générale des impôts. Et ceci s'explique par le fait que la Direction générale des impôts exerce des attributions où il y a possibilité que les agents qui sont affectés se trouvent dans des zones à risque éthique et se trouvent face à des dilemmes éthiques. C'est pourquoi nous estimons nécessaire de vous présenter succinctement la Direction générale des impôts. Je ne vais pas parler de son organisation et du problème de gouvernance qu'il peut y avoir, mais c'est important de voir la mission de la Direction générale des impôts et notamment insister sur ses principales attributions pour voir effectivement, en les exerçant, il y a de fortes possibilités que les agents soient impliqués dans des actes de corruption. En fait, la Direction générale des impôts, comme vous le savez peut-être, c'est un service techniquement déconcentré du ministère de l'Économie et des Finances qui assiste ce ministère dans l'exercice de ses attributions en matière de mise en œuvre de la politique fiscale de l'État. Donc, lorsque nous disons que c'est un service techniquement déconcentré du ministère de l'Économie et des Finances, donc là, c'est encore un prolongement, c'est un relais du ministère de l'Économie et des Finances. Ses principales attributions sont mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de fiscalité, veiller à la bonne application des lois et textes à caractère fiscaux, percevoir les impôts, droits, taxes et autres revenus de l'État, participer à l'élaboration des avant-projets de textes législatifs et réglementaires à caractère fiscaux et des projets de conventions internationales en matière de fiscalité. Déterminer l'assiette, assurer la liquidation, le recouvrement et le contrôle des impôts directs et indirects, des droits d'enregistrement, de timbre, des redevances et taxes domaniales, de publicité foncière et des taxes assimilées. Procéder aux formalités d'enregistrement des actes et documents désignés par la loi. Connaître du contentieux des impôts et taxes assimilées et hésiter en justice
pour le compte de l'État, notamment en matière de fiscalité. Rechercher et sanctionner les omissions, les dissimulations, les insuffisances et d'une manière générale les infractions et fraudes fiscales. Assurer la collecte et le traitement des informations à caractère fiscaux. Donc, nous avons pris le soin de vous lire l'ensemble des attributions de la Direction générale des impôts. C'est pour vous indiquer que c'est un organisme de l'État qui est très présent dans la vie des individus, dans la vie des citoyens, de la naissance jusqu'à la mort. Donc, dans la vie de chaque citoyen, à un moment ou à un autre, le citoyen, l'individu aura à interagir avec la Direction générale des impôts. Donc là, ça crée une situation où il peut y avoir des actes de corruption et c'est sûr qu'il y en a. En termes de dispositifs pour lutter contre la corruption au niveau de la Direction générale des impôts, nous avons pris le soin de démarquer les dispositifs législatifs, les dispositifs légaux. Par exemple, il y a la Convention des Nations Unies contre la corruption. C'est une convention que nous avons signée. Et d'ailleurs, c'est en fonction de cette signature que beaucoup d'autres organismes ont été créés, notamment l'unité de lutte contre la corruption. Il y a la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. C'est un texte qui mérite d'être lu parce que, notamment, là où l'on définit ce qu'on appelle acte de corruption, et lorsque vous verrez ça, vous verrez que assez souvent, vous posez des actes de corruption. Et c'est très, très, très important de lire ce texte parce que si on veut justement combattre la corruption, donc là, il faut pouvoir définir ce qu'on entend par corruption. Il y a également le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique. Pourquoi nous faisons référence à ce texte comme dispositif légal? Parce que là, dans ce texte, il régit le statut général de la fonction publique. Il y a tout un ensemble de valeurs gouvernementales qui sont communiquées. Et même lorsqu'on sait très bien qu'au sein des organisations, donc là, ces valeurs ont du mal à faire leur chemin, mais de toutes les façons, on les retrouve au niveau de ce texte, donc le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique. C'est des valeurs qui doivent justement guider les agents, notamment les fonctionnaires qu'on trouve au niveau de l'administration publique. Donc là, c'est en termes de dispositifs légaux, c'est ça. Dispositif institutionnel, nous pouvons dire qu'actuellement, au niveau de la Direction générale des impôts, il y a la gardienne des bonnes mœurs, la gardienne de l'éthique, c'est l'unité de contrôle interne. Même lorsque, donc là, c'est tellement débordé à travers les activités. Donc là, il y a des propositions qu'on verra un peu par la suite. Mais actuellement, c'est l'unité de contrôle interne qui aide la Direction générale des impôts à lutter contre la corruption. Il y a également des dispositifs administratifs, parce que si nous faisons référence au décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, c'est pour la fonction publique en général. Mais à l'intérieur, donc, nous avons un code de conduite qui, justement, régule de façon particulière le comportement et les actions des agents qui sont affectés à la Direction générale des impôts. Parce que vous savez que le décret du 17 mai 2005 régit la fonction publique, alors qu'au niveau de la Direction générale des impôts, on n'a pas que des fonctionnaires, on a d'autres agents qui ont la qualité de contractuels. Donc là, en ce sens, donc là, il a fallu un code de conduite qui vise à la fois les fonctionnaires et les agents publics contractuels qui sont affectés à la Direction générale des impôts. Donc, à travers ce texte, la Direction générale des impôts transmet de façon formelle le standard d'éthique et morale de la Direction générale des impôts à ses cadres et employés. L'adoption de ce code de conduite a pour but de permettre à la DGI
de servir l'intérêt général, d'avoir et de conserver la confiance et l'estime des contribuables RCR. Tout ceci doit passer par les employés qui doivent se conduire dans leur relation avec le public en toute sagesse, honnêteté, sincérité et intégrité, développer entre eux des rapports de convivialité et se révéler courtois dans leur approche, notamment lorsqu'ils auront à servir les contribuables. Donc, au niveau de la Direction générale des impôts, il y a l'unité de contrôle interne comme organe, comme structure, qui est placée pour lutter contre la corruption au sein de la Direction générale des impôts. Et il y a le code de conduite. Donc là, je dois vous dire qu'il y a des réflexions actuellement sur le code de conduite, parce qu'on a vu la nécessité de renforcer ce code et d'en faire un code de conduite et d'éthique. Donc là, on travaille d'arrache-pied là-dessus pour que d'ici, parce que 2024, c'est l'année du centenaire au niveau de la Direction générale des impôts, donc on va travailler pour que, et pendant la célébration du centenaire au niveau de la Direction générale des impôts, on a un code de conduite renforcé, donc là, qui sera un vrai code d'éthique. Donc, c'est pour vous dire que même si vous constatez qu'il y a beaucoup d'écarts qui sont commis, notamment dans la décette des services au niveau de la Direction générale des impôts, automatiquement que ces écarts de comportement sont découverts, eh bien, donc là, on ne joue pas avec les punitions. Donc là, les derniers cas qu'on a eu, donc le dernier cas qu'on a eu, c'est au CAE. Donc là, c'est quelque chose qui a différé la chronique. Donc là, il y a eu justement disparition de carnet récépissé, de reçu de caisse. Donc là, immédiatement, la Direction générale des impôts, la Direction générale a dépêché l'unité de contrôle dans le sud et rapidement, on a découvert les fraudes qui ont été commises et qui ont entraîné la disparition de plusieurs millions de gouttes. Donc là, c'est par rapport à un échantillon, donc on va renforcer encore le contrôle. Bon, malheureusement, on n'a pas eu le temps de mettre la main sur tous les fautifs, mais il y en a un qui est sous les verrous de la justice. Donc là, c'est pour vous indiquer que même si vous voyez qu'il y a beaucoup d'écarts de comportement, mais la Direction générale, l'organisme participe à la lutte contre la corruption à l'interne. Et à travers quoi? À travers ce quatrième dispositif que nous appelons dispositif pratique. Donc, c'est à travers des enquêtes. Donc là, et continuellement, donc il y a des enquêtes qui sont programmées, qui sont menées au sein de la Direction générale, parce que justement, l'unité de contrôle est là pour s'assurer que les lois sont appliquées strictement, parce que les lois, ce sont des lois fiscales que nous mettons en application. Les lois fiscales sont des lois d'ordre public, donc d'application stricte. Donc là, nous devons nous assurer que les lois sont appliquées strictement. Donc là, il y a des enquêtes qui sont menées et continuellement au sein de la Direction générale des impôts, et tout ceci participe à lutter contre la corruption. Et autre élément qu'on pourrait ajouter également en termes de dispositif, c'est un nouveau logiciel qu'on est en train d'implémenter au sein de la Direction générale des impôts. C'est le Revenue Management System, donc c'est un système de gestion de fiscalité. Donc là, à travers ce système, il y a un contrôle interne. Donc là maintenant, même si on fait quelque chose, donc là, si ce n'est pas argumenté, ça va être bloqué. Et par la suite, on pourrait auditer le système pour voir qui a commis telle faute au sein de ce système. Donc là, c'est pour vous indiquer que la Direction générale des impôts travaille d'arrache-pied pour voir comment on pourrait justement redorer l'image de l'institution. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, dès qu'on parle de corruption en Haïti, donc on voit les raquetteurs à la DGI, souvent vous aimez répéter, il y a les raquetteurs internes, les raquetteurs externes, et s'il n'y aurait pas de raquetteurs internes, il n'y aurait pas de raquetteurs externes. Donc là, automatiquement, qu'on parle de corruption, donc on voit, bon, je ne vais pas citer l'institution parce que là, donc là, il faut que ça de la DGI, mais c'est évident que la DGI arrivera dans le top 10 de l'institution corrompue dans le pays. Donc là, nous reconnaissons effectivement
qu'il y a certaines faiblesses de gouvernance qui compliquent la façon dont les contribuables paient leurs impôts. Donc là, nous travaillons pour justement réduire cette faiblesse et en le faisant, réduire les actes de corruption qui peuvent être commis dans la desserte des services au sein de la Direction générale des impôts. Parce que, justement, nous reconnaissons que ce problème de gouvernance, ces faiblesses qu'il y a dans la façon dont nous servons le contribuable, ça ne joue pas en faveur du contribuable. Ça réduit la confiance de la population en la Direction générale des impôts et ça ouvre la voie au favoritisme, ça ouvre la voie au trafic d'influence, des actes de corruption. Et souvent, les services publics offerts par la DGI, qui sont des services d'intérêt général, souvent ces services sont rendus en fonction du système social en présence. C'est d'amis, clans politiques, groupes d'intérêt auxquels les agents appartiennent. Donc là maintenant, ne vous étonnez pas si vous arrivez au sein de la DGI et que vous voyez que vous êtes là avant, mais vous êtes servi après, parce que justement, il y a un agent, il y a un membre de sa chorale qui vient pour le service, un membre de son association qui vient pour le service. Donc là, l'agent choisit de servir cet ami avant, alors que vous étiez là avant pour les services. Donc là, c'est un exemple de trafic d'influence. Mais vous imaginez que lorsque l'agent commet cet acte, donc dans sa tête, il ne commet pas un acte de corruption. C'est ça le problème. Et donc, dans la lutte contre la corruption, souvent, on ne s'en rend même pas compte. Or, on sait très bien qu'en matière de fiscalité, suivant notre Constitution, il ne peut être établi de privilège, en matière d'impôt. Donc là, maintenant, lorsque, par exemple, le service est rendu en fonction du plan en présence, ou parfois le service est vendu, donc au profit des fonctionnaires, donc là, nous reconnaissons que à la Direction générale des impôts, ce sont des actes de corruption. Et n'en parlons pas de la présence et de la tolérance devant les différents bureaux de la DGI, les intermédiaires qu'on appelle généralement enquêteurs, les intermédiaires toxiques, parce que les intermédiaires en matière de fiscalité, ce n'est pas un problème en soi. Et ça existe dans tous les pays, donc il y a même des cabinets qui sont dirigés en intermédiaire entre le contribuable et le fisc. Mais le problème, c'est que ces intermédiaires, ce sont des intermédiaires non organisés, ce sont des intermédiaires qui sont qualifiés d'intermédiaires toxiques et qui ne participent pas à renforcer la confiance de la population en la Direction générale des impôts. Le maître de cérémonie le fait signe, donc je comprends. Donc, rapidement, je passe. Je l'ai dit tantôt, donc là, nous n'avons pas suivi strictement le plan qui a été proposé parce qu'on aura le temps de renforcer la présentation et de communiquer ça à la FEC pour que la DGI puisse participer activement à l'annuaire 1810. Mais rapidement, je vous dis que en termes d'amélioration possible, nous voyons que c'est important que la DGI participe à une campagne de sensibilisation autour de la nécessité de l'impôt. Parce que souvent, les citoyens cherchent à dissimuler l'impôt, c'est peut-être parce qu'ils ne savent pas à quoi sert. Ils ne croient pas à quoi sert l'impôt. Okay? Donc là maintenant, je pense que la DGI gagnera en image et en rendement également si on pourrait mener et très bien une campagne de sensibilisation autour de la nécessité de la contribution publique. Et puis, en termes de travaux à faire également, donc là, la DGI doit tout mettre en œuvre pour améliorer la qualité des services. Parce que c'est parce que le service n'est pas de qualité qui fait que le citoyen a souvent recours à des intermédiaires toxiques. Donc là, si on améliore la qualité des services,
c'est évident que la DGI pourra participer à réduire donc, des actes de corruption qui sont commis lorsque le contribuable aura à produire sa déclaration d'impôt. Et puis, comme dernier élément, c'est renforcer les dispositifs de lutte contre la corruption, notamment de manière structurelle, parce qu'actuellement, nous estimons que l'unité de contrôle est débordée, parce que c'est l'unité de contrôle qui joue le rôle d'inspection des services, qui s'assure que les lois sont appliquées, les services fonctionnent bien, et c'est cette même unité qui se charge de lutter contre la corruption. C'est cette même unité qui est la gardien des valeurs au niveau de la direction générale des impôts. Donc, c'est pourquoi, donc, dans les travaux pour former le cadre légal de la direction générale des impôts, donc là, nous avons vu la nécessité de créer une direction qui serait l'inspection des services et créer une autre unité qui serait là dédiée strictement à la lutte contre la corruption au sein de la direction générale des impôts. Donc là, maintenant, même si on parle de lutte contre la corruption, donc là, c'est évident qu'il n'y aura pas de chevauchement sur le travail de l'unité de lutte contre la corruption. Comme on vient de voir dans la projection qui a été faite tout à l'heure, l'unité de lutte contre la corruption est l'organe principal de lutte contre la corruption. Mais cela ne signifie pas que les organismes d'État ne peuvent pas créer à l'interne des structures pour lutter contre la corruption. Donc, c'est pourquoi, donc, dans cet avant-projet de loi, nous proposons la création d'une unité des affaires internes qui est chargée de veiller au respect des règles éthiques et déontologiques et élaborer et assurer le suivi du plan d'action de lutte contre la corruption. Donc là, vous voyez, donc là, il va falloir rédiger un plan de lutte contre la corruption en interne au sein de la direction générale des impôts. Et cette unité sera là pour assurer le suivi de ce plan. Instruire les affaires relatives à des pratiques ou à des faits de corruption, enquêter sur les manques aux règles d'éthique et de déontologie, promouvoir les règles de bonne gouvernance en matière de fiscalité. Donc, cette unité sera rattachée directement au bureau du directeur général. Donc là, comme ça, on sait très bien que si on parvient justement à mettre tout ça en place, on pourra lutter contre la corruption au sein de la direction générale des impôts et ceci de manière plus efficace. Donc, en conclusion, donc là, ce n'est pas 10 problèmes de corruption identifiés, 10 solutions. Donc là, je vous dis que la DGI, au niveau de la DGI, nous sommes conscients que c'est un organisme qui a un rôle important à jouer en matière de lutte contre la corruption. Nous devons travailler et nous travaillons à travers les différents plans, notamment le plan stratégique, pour que la DGI puisse fonctionner comme effectivement une administration ouverte au sens de l'OCDE. Une administration ouverte, c'est une administration qui est caractérisée par la transparence. Donc là, les contribuables doivent pouvoir, les contribuables seront mis au courant de ce qui se fait au niveau de l'administration, notamment en matière procédurale. Donc les contribuables doivent être au courant. Maintenant, pour éviter qu'ils aient recours à des intermédiaires toxiques. Une administration moderne également caractérisée par l'accessibilité, parce que les services, nous reconnaissons que les services ne sont pas trop accessibles au sein de la direction générale des impôts, et une administration qui est caractérisée par la réceptivité, donc dans le sens que la DGI doit être à l'écoute des contribuables. Donc là, c'est important d'avoir une idée de la façon dont le service est offert et à ce moment-là, on pourra travailler pour améliorer continuellement le service fourni au sein de la Direction générale des impôts. En termes de conclusion, c'est ça. Merci. Merci. Nous voulons aussi voir avec beaucoup d'attention l'intervention de la DGI. Alors, il y a quelques on va avoir des questions en fait. Il faut noter cela, les intermédiaires toxiques. Il ne faut pas dire archétype de prochaine fois. Les intermédiaires toxiques. Et ensuite, alors là, au niveau de la DGI, tout le monde reconnaît que la DGI, probablement, c'est une institution à risque, je dirais à risque de corruption, à haut risque de corruption.
Mais au sein de cette institution, il y a une unité de contrôle interne. Et ensuite, il y a un code de politique. Alors, à ce moment-là, ce forum, c'est une façon pour de travailler l'image de la DGI. Et la DGI travaille aussi sur un avant-projet de loi pour qu'on puisse créer une unité scolaire de lutte contre la corruption interne. Les affaires internes, c'est comme une commission de discipline interne. Et puis, si ça dépasse la DGI, on va envoyer ça à l'INSIS. Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, bon, c'est ce que nous allons faire. Après avoir écouté les 10 représentants de la DGI, nous allons passer la balle à l'INCC pour ces 30 minutes de prise de parole ou 20 minutes, n'est-ce pas? C'est 30 minutes. Ok, c'est bien. Alors là, c'est M. Laventure. À l'aventure au niveau de l'INCC. Bonsoir à tous. Et je salue la présence toute particulière du maître Henri Magdor dans la salle, qui est mon professeur de droit national public à la faculté de droit, je suis son étudiant. Et je salue également la présence de Mme Boissy dans la salle. Bien, je suis Renoir Laventure et en travail de formation. Je suis assistant directeur des opérations à l'INCC, Charles-Philippe. Je suis également vice-président de l'IA. C'est quoi l'IA? L'IA, c'est l'Institut des auditeurs internes. Je suis vraiment content de voir que j'ai une assemblée pour ces grandes parties d'étudiants et je conseille d'introduire ces étudiants-là pour devenir membre de l'IA, qui est l'Institut des auditeurs internes. Je suis également professeur. J'enseigne à la faculté et à IHECE et à l'université ici. Maintenant, pour commencer, ce que j'aimerais souligner, un petit peu de mise au point, j'étais venu ici pour faire une présentation sur le rôle de l'audit dans les enquêtes sur la corruption. Arrivé ici, on m'a souligné un canevas. Je vais le voir sur ce canevas, mais d'une façon improvisée. Je ne m'attendais pas à venir les points du canevas, mais ce n'est pas grave. Je suis à l'ULCC depuis 18 ans, je connais le domaine, et ce n'est pas grave. Je vais quand même traiter les points du canevas. Pour commencer, on a parlé de la question de la corruption dans le monde et ses impacts. Je vais prendre cet exemple pour essayer de montrer l'impact de la corruption dans le monde. Je vais prendre l'exemple du président brésilien, l'actuel président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, qui a été écroué, mais même emprisonné pour corruption et qui est devenu encore qui a eu de nouveaux mandats. Vous comprenez par là que la lutte pour la corruption n'est pas pour nous. Et on peut se rappeler le procès de consolidation. Les 3 consolidats sont devenus présidents en Haïti. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est un long chantier, lutter contre la corruption dans le monde. Et il y a pas mal d'autres chefs d'État qui sont épinglés pour la corruption dans le monde. En Haïti, la corruption est monnaie courante. D'ailleurs, les dictats populaires en témoignent. On parle de gaz d'État, machine d'État dégagée par les. C'est pour vous dire que la corruption est monnaie courante, la presse en fait État, il y a pas mal de gros dossiers qui font écho. Pour une bonne présentation de l'ULCC. L'ULCC a été créé par un décret en date du 8 septembre 2004 sous l'instigation de l'International. Et ceci est arrivé suite à un rapport publié par Transparency International dans lequel Haïti était très mal classé. Pourquoi on dit? Haïti est parmi les 10 pays les plus corrompus dans le monde. Perçu, je dirais, parmi les 10 pays les plus corrompus dans le monde. Pourquoi je dis perçu? L'IPC, c'est quoi? C'est un indice de perception, ce n'est pas un indice de mesure. Il n'y a pas vraiment une relation de cause à effet au niveau des scores établis. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la Transparency International mène des enquêtes un peu partout. Et suite à ces enquêtes-là, eh bien, la Transparency va donner des scores à certains pays. Les pays scandinaves sont les pays les mieux classés.
comme par exemple le Danemark, la Norvège, ainsi de suite. Ce n'est pas les pays, je dirais, les plus industrialisés, ou bien les plus modernes, les plus riches, qui sont les mieux classés, comme par exemple la France, les États-Unis, ainsi de suite. Non, ce sont les pays scandinaves. Mais il y a une corrélation positive. Dans ces pays également, le niveau de vie est très élevé. Des pays comme la Suède, le Danemark, ainsi de suite. C'est pour vous dire que quand on parle d'indice, il faut bien comprendre, ce n'est pas un indice de mesure, c'est une façon de voir les choses, c'est une approche. Et l'indice a été très critiqué. On pense qu'il y a une part de subjectivité dans les sports attribués par la chaîne financière internationale. Je dois souligner également que l'indice n'est pas tombé du ciel. L'UNCC avait fait une enquête par WIP, une enquête sur la gouvernance et la corruption en Haïti, dans laquelle pas mal d'institutions qui étaient très mal placées, la DGI par exemple. Et je salue maintenant aujourd'hui l'initiative de la DGI de créer à l'interne une instance qui s'appelle les affaires internes. Mais ce que je veux également souligner, je pense que l'audit interne serait également de grand rapport dans le cadre de cette bataille que va faire la DGI contre la corruption. Il n'y a pas unité des affaires internes, oui, je suis d'accord, mais je pense que l'audit interne serait également de grand rapport dans ce cadre de cette bataille-là. Nous avons été créés par le décret du 8 septembre 2004 sur l'instigation de l'international. Qu'est-ce que nous avons comme mission? L'UNCC a pour mission de travailler à combattre la corruption et ses manifestations sous toutes ses formes au sein de l'administration publique. Mais je dois dire que notre mission, notre champ d'intervention ne s'arrête pas là. Avec la loi du 12 mars 2014, vous allez voir que notre champ d'intervention a été au progressif de haut. Cette loi s'applique, la loi du 12 mars 2014 porte en prévention de la corruption. Cette loi s'applique, je dirais, à tout individu, toute personne morale, toute organisation non gouvernementale ou ONG, ou toute entreprise du secteur privé, tant national qu'étranger, tout agent public étranger, tout agent ou fonctionnaire d'une organisation internationale ayant participé comme auteur, instigateur, complice ou receleur d'un acte de corruption, article 2 de la loi du 12 mars 2014. Vous allez comprendre par là que le champ d'intervention du SEC a été, je dirais, augmenté. Et sur le plan, je dirais, organisationnel et administratif, nous sommes une entité autonome à caractère administratif placée sous la tutelle du ministre des Finances. Nous sommes équivalents de ce qu'on appelle de l'OPJ, officier de police judiciaire. Nous travaillons pour le compte de la justice. Quand nous préparons nos enquêtes, nos rapports d'enquête, nous envoyons ça d'abord au ministre des Finances et au parquet. En d'autres termes, nous ne sommes pas une instance de poursuite. Okay? Le parquet a le monopole de la poursuite. Sur le plan administratif, nous sommes dirigés par un conseil de direction composé du directeur général, d'un directeur général, d'un directeur des opérations et d'un directeur administratif. Et d'autres services comme par exemple le service outil, le service des enquêtes, le service de la déclaration de patrimoine, le service des ressources humaines, et ainsi de suite. Et nous sommes représentés dans 5 départements. Donc, nous avons 5 bureaux départementaux. Nous avons un bureau dans le Nord, un bureau à Sema, un bureau au Caille, un bureau à Miragouane et un bureau à Inchi. Nous avons 5 bureaux départementaux. Maintenant, en termes de mandat, de façon beaucoup plus détaillée, c'est vrai que je vais vous montrer, de vous présenter la mission. Et la mission est axée autour de 3 grands axes, qui est la prévention. Nous sommes là pour accompagner le secteur public dans son renforcement structurel permanent. À ce titre, le CCA fait pas droit mal le rapport de loi. Le dernier en date, je crois, ça doit être le rapport de loi sur la protection
des témoins, des dénonciateurs de l'ancien et des experts. Ça doit être le dernier en date. Deuxième axe, éducation, sensibilisation. Nous en avons promulgué, diffuser des outils techniques et financiers de lutte contre la corruption. Et troisième axe, c'est détection sanction. En d'autres termes, configurer un cadre financier efficace de détection, poursuite et pénalisation sanction du cas de corruption. En termes de mandat, de façon beaucoup plus détaillée, l'ULCC, dans le cadre de sa mission, cherche par cette investigation dans le secteur public à protéger les biens publics et collectifs, assurer l'efficacité des mesures et actions afin de prévenir, dépister, sanctionner et éliminer les actes de corruption et infractions assimilées, favoriser la transparence dans la gestion de la chose publique, établir un climat de confiance pour promouvoir l'investissement privé, moraliser l'administration publique et la vie publique en général. C'est ce que nous avons en termes de mandat de façon beaucoup plus détaillée. Maintenant, si on continue encore avec le plan qui nous a été soumis, en termes de dispositifs légal institutionnel qui régit l'ULCC, nous sommes d'abord régis par le décret du 8 septembre 2004 pour la création de l'ULCC. Nous sommes régis également par la loi du 12 mars 2014 pour la prévention et répression de la corruption. Et il y a tout un arsenal juridique que nous utilisons. Okay? Comme par exemple la loi du 2009 sur les marchés publics, la loi de 2015 sur la déclaration du patrimoine, et pas mal d'autres textes que nous utilisons dans le cadre de travail. Maintenant, on parle dans le plan de MAE, des dispositifs de lutte contre la corruption interne et externe, cas concret ou hypothétique. Sur le plan interne, avec l'arrivée de ce directeur-là, l'ULCC est devenu très dynamique. Je dois souligner en passant que depuis notre création, nous avons envoyé au parquet, je crois, environ 236 rapports, quelque chose comme ça. Mais il y a eu, avant ce directeur-là, le seul rapport qui a été vraiment traité par la justice, pour lequel il y a eu le verdict. C'était le rapport de M. Léon de l'UABC. À part ça, il n'y a pas eu de dossier. Ce n'est qu'avec l'arrivée de ce directeur-là, il va parler de stratégie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inviter la presse lors de la remise des rapports à la justice. Et ça apporte le fruit. Qu'est-ce qui va se passer? La presse va s'en servir, la presse va faire le cours, peut-être que ça va mettre sur une question de la justice. C'est comme étant pas mal de procès sur la corruption en justice. C'est avec l'arrivée de ce nouveau directeur, M. Hans Jacques Joseph, l'ULCC a fait vraiment une grande avance. Maintenant, il est devenu beaucoup plus dynamique. Et ça a également forcé la justice à agir. Vous savez que le parquet a le monopole de la poursuite. Le même qu'on envoie, et nous sommes des auxiliaires de la justice, le même que nous envoyons des dossiers au parquet, si les pas que décider de la poursuite, on peut y être. C'est pourquoi maintenant, l'ULCC a un petit peu recherché un petit peu l'apport de la presse et ça a marché. Il y a pas mal de dossiers en cours en Haïti. Et malgré tout, vous voyez que l'indice n'a pas vraiment amélioré. Vous se demandez pourquoi? Voici les raisons. L'indice de perception de la corruption est un indice composite. Comment est-ce qu'on procède pour élaborer l'indice? Eh bien, la Transparency International a des représentants un peu partout dans le monde qui mènent des enquêtes. Par exemple, si en questionnant des entrepreneurs, par exemple, ils disent avoir des produits, par exemple, pour que les mandats, on va arrêter. Les scandales, par exemple, les consulats haïtiens à l'étranger, ça va peser également sur les 10, sans compter également et pas mal de privés politiques constitutionnels également. Tout ça, également, pour être plus en compte, quand on va faire le calcul de l'indice, malgré le travail de distinction que nous faisons, malgré cela, l'indice n'a pas encore augmenté
Le meilleur score que nous avons eu depuis la création de l'IOCC, ça a été de 22%. C'est le meilleur score que nous avons eu au niveau de 2010 de Transparency International. Vous voyez par là que la lutte contre la corruption de l'affaire nationale, ce n'est pas seulement une affaire de l'IOCC, ça ne va pas marcher comme ça. C'est une affaire nationale, on doit être conscientisé pour voir si on peut changer l'imaginaire politique haïtien. Et on peut se rappeler que depuis la genèse de la nation, Haïti a été réputé pour être un pays corrompu. Des années, le fondateur de la patrie disait, levez la poule, nous la crier. Et Pétion de répéter, voler l'État n'est pas volé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Depuis la genèse de la nation, l'imaginaire collectif haïtien a été perçu comme un imaginaire corrompu. Ça demande, c'est une bataille, ça demande, c'est un travail collectif, c'est toute la nation qui doit se mettre debout pour voir si on peut lutter contre ça. Ce n'est pas seulement l'affaire des sociétés militaires, non. C'est une affaire nationale. C'est un combat national qu'on doit mener pour lutter contre la corruption. C'est un cas concret. Et un cas concret, de faire la police. On en parle après, si c'est arrivé, il y a pas mal de dossiers. Maintenant, amélioration du dispositif de lutte contre la corruption interne et externe à la lumière des meilleures pratiques de l'Union. Que fait l'ULCC maintenant? De nos jours. De nous dire que Haïti n'a pas vraiment de législation. Haïti a ce problème de mise en œuvre de la législation. On peut prendre un exemple. On avait évalué le système de passation de marché public haïtien. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a eu un score de 50%, alors qu'on aurait dû avoir un score de 75% pour être acceptable. Le score était trop bas. Mais qu'est-ce qu'on a pu remarquer? On a pu remarquer en matière de législation, Haïti a eu une très bonne législation en matière de passation de marché public. Et le problème, c'est le problème de mise en œuvre. Il en a également pour la corruption. Ce n'est pas un problème de législation que nous avons. Ce n'est pas ça. La législation que nous avons est plus ou moins suffisante pour lutter contre la corruption. Le problème, pour lutter contre la corruption, il faut une volonté politique au plus haut sommet. C'est là le problème. Il faut commencer d'abord par la volonté politique au plus haut sommet si on veut lutter contre la corruption. Maintenant, en termes d'amélioration, qu'est-ce que nous faisons de nos jours? Nous essayons de préparer des documents pour permettre au grand public de mieux cerner les textes existants sur la corruption. Par exemple, nous avons parlé de l'équipe des cartes de patrimoine. Et on a pu remarquer que ceux qui devraient faire leur déclaration de patrimoine, c'est peut-être des documents trop techniques. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On est en train de voir les guides pour essayer de claircir un petit peu, de permettre aux gens de mieux cerner, par exemple, les déclarations de patrimoine. On fait l'IOCC également sur des risques. Par exemple, on vient de créer une section d'investigation numérique. Ça veut dire que on ne va pas travailler seulement sur le manuel quand on mène des enquêtes maintenant, de manière électronique également, on peut questionner les cas uniques. Nous avons chez nous une section d'investigation numérique. Sans compter également les textes de loi pour lesquels on fait la promotion, comme par exemple, loi sur la protection des témoins, des dénonciateurs, des lanceurs d'alerte. Nous avons également un document que le gouvernement n'a pas utilisé. Nous avons un outil extrêmement important que le gouvernement n'a pas suffisamment en profiter. C'est ce qu'on appelle un hotline, une ligne rouge, c'est le 56-56. C'est, en fait, et avec le 56-56, n'importe quel dossier, sans nécessité, on peut faire les négociations anonymes. Vous savez que dans les pays comme Haïti, il y a des gros risques de représailles contre les gens qui veulent dénoncer. C'est pourquoi maintenant, nous avons un très puissant. Malgré les publicités que nous faisons, le grand public n'a pas su vraiment en profiter. C'est ce qu'on appelle une ligne rouge. C'est le 56-56. Si vous appelez cette ligne-là, vous faites les négociations sans mentionner votre nom, sans donner sans vous révéler votre identité. Je pense que c'est un outil qu'on doit que le grand public doit profiter de cet outil-là. Ça peut nous aider à avoir beaucoup de négociations pour mener les santé. Quoi de record? Et il y a pas mal de partenariats, par exemple, l'OEA pour un partenaire extrêmement intéressant, l'OEA pour des séminaires, par exemple, et même des outils informatiques et certaines puissances, certaines partenaires techniques nous donnent. C'est un peu un petit peu l'éventail de ce que nous faisons pour améliorer, si vous voulez maintenant,
les dispositifs de lutte contre la corruption. Sur ce, je vais pas être trop long, je vais rester là maintenant, et je vais clarifier de tout fait et bien les questions que je compte recevoir. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va regarder une question pour le débat. Je vais écouter maintenant l'intervention de l'opérateur de l'UNCC, c'est-à-dire qu'il a fait remonter comme la corruption, c'est déjà dans le bureau sommet de l'État, c'est vrai, il a fait la présence du président là. Je vais lui poser une question, est-ce que c'est le cas pour nous autres? Il n'y a pas été procédé de conciliation, on a été jugé pour question, nous a été jugé condamné, et il a été aussi acquitté au niveau de la Cour suprême. Parce que c'est un jeu institutionnel, on verra ça après, et au niveau des débats, véritablement, et il a dit que c'est. Il y a une question, il n'y a pas de question de droit pour c'est la mise en œuvre de. Oui. C'est la mise en œuvre de la législation. C'est-à-dire, on pourrait vivre avec ce qu'on a. On pourrait vivre avec, mais c'est la mise en œuvre. Bon, alors là, c'est un bonjour, mais en pratique les lois que nous avons. Et il a souligné à notre fort, fort, il faut qu'il y ait une volonté politique de la lutte contre la corruption. Moi, j'ajouterais dire qu'il faut qu'il y ait la participation de la société civile que nous représentons, puisque la corruption est une responsabilité à partager. Le décor est planté, vous écoutez deux bonnes interventions. La DGI, la porte d'entrée de la corruption, non. Et l'INCC, c'est qui est là pour prévenir et répondre. Alors, mes chers amis, je sais que vous avez des questions. Il faut poser des questions très précises, c'est vrai. Et si vous avez des commentaires à faire, et si vous avez des précisions. Alors, on va se lancer. Vous aurez 45 minutes pour poser vos questions et commentaires. Et voilà, qui va se lancer? Alors, on va donner la préséance à notre magistrat commissaire au niveau de la cour d'appel de Port-au-Prince, c'est que moi j'ai rencontré à la cour, pas à la cour, au parquet de Port-au-Prince, le commissaire Florence, très sérieux, très continu. Ce qui a retenu mon attention tout à l'heure, c'est qu'il parlait de volonté pour combattre la corruption. Qui doit avoir cette volonté? Est-ce que tout au début, il n'y a pas un travail à faire pour ne pas arriver à la corruption? La corruption, c'est une conséquence. Quelle est la cause de cette corruption? D'abord, qui doit avoir cette volonté? Et combattre la corruption ne dépend pas seulement de l'UNCC, mais c'est un travail, à mon avis, qui devrait faire à la base. Et j'accuse l'État de ne pas tout mettre en œuvre pour arriver à la corruption. Parce qu'il y a tout de parler de la différence qui existe entre les pays développés pour l'organisation par tellement la corruption, alors qu'on trouve surtout les pays sous-développés. Qu'est-ce qui explique cette différence entre pays développés et pays sous-développés assez arrivés à la corruption? Alors, ce qu'on va faire, on va avoir une série de 3 questions et puis on va répondre. À chaque série de 3 questions. D'accord. Il faut noter véritablement. OK. Allez-y. Alors, beaucoup de questions. Bon, on va voir ça. Alors, je dis bonsoir à tout le monde. Non, j'étais là.
Ready, ready. Okay. Je vais commencer par ceci. Je comprends mal lorsque je vois c'est la DGI qui vient nous parler de la lutte contre la corruption. Parce que on nous apprend ou on nous dit que la corruption, c'est un mélange, c'est une brasserie, ou bien comment je pourrais dire ça? C'est un mélange entre le corrupteur, la corruption et le complice. Si nous avons bien dit, nous sommes capables de dire que corrupteur, c'est le monde qui veut le service. Donc, corrompu, c'est on dit c'est raqueteur, ça veut dire raqueteur là. On dit complice là, même c'est agent qui a pris le service là, on dit agent public là. Donc, qu'est-ce qu'on a avec ça? Pour qui ça, DGI, pas comme si entrer à fond pour les capables de résoudre les problèmes de corruption. Moi, je dis à fond, à fond. Pour qui ça, DGI, lui-même, en tant qu'organe, et qui l'a pour travailler ensemble de services. Donc, pour qui ça va rentrer à fond dans le problème de corruption pour le résoudre? Parce que c'est certain que si DGI voulait corruption, capacité, il y a de l'autre côté, mais capacité dans DGI ici. Merci. Ok, merci. Très bien. Alors, Oui. Et mes félicitations pour les intervenants et aussi pour le maître de cérémonie. Ma question ou bien mon intervention, c'est concernant, je dirais, tout cet aspect. Si, comment, quel impact que l'assistance l'échantillon national, quel impact que l'assistance peut porter à la lutte contre les terroristes? Est-ce que si on ne compte pas sur cette assistance, est-ce qu'on peut vraiment lutter contre la fraude? Parce que dans les pays développés, l'opinion publique compte beaucoup. Donc, si l'assistance ne fait pas pression sur les gouvernants et sur la société, c'est l'économie, donc on n'aura pas vraiment d'effet sur la lutte. La lutte contre la corruption n'aura pas d'effet. Donc, cette assistance-là doit apporter sa part. Donc, c'est ça mon commentaire. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Le panel va répondre.
Oui, je vais essayer de répondre à deux questions de la magistrate. Tout d'abord, pourquoi est-ce que je parle de volonté en matière de lutte contre la corruption? Il y a une condition sine qua non de cette lutte. Pourquoi? Il faut savoir que quand on parle de corruption, il y a des degrés, il y a des gradations. Il y a la petite corruption, il y a la grande corruption et il y a la capture de l'État. Et je vais prendre un exemple. L'exemple de Silvio Berlusconi en Italie. Pour moi, ce monsieur a pris en otage le Parlement italien pendant longtemps. C'est comme si ce monsieur-là, ce multimillion de milliardaires, a capturé le Parlement italien pendant un siècle. Ce bonhomme-là, c'est le monsieur Silvio Berlusconi. Maintenant, il faut savoir que si les contrôles sont contournés, c'est d'abord par les publics. Ça, c'est évident. C'est tout comme pour le Sénégal. On peut avoir une bonne structure de Sénégal. Si cette structure n'est pas indépendante, si elle n'a pas vraiment l'autorité suffisante, ça va se dérailler. Alors que si on a une bonne structure de Sénégal dans une entité, qui a l'indépendance nécessaire, qui a l'objectif nécessaire et les compétences nécessaires, ça va aider à lutter contre la corruption. C'est le contrôle dans le contrôle. En d'autres termes, si les dirigeants ne veulent pas, ou bien si la justice est prise en otage par les justices, comment est-ce qu'on peut avancer les résultats? Si la justice n'est pas indépendante de son travail, et dans la majeure partie des cas, c'est ce qui arrive, l'exécutif va toujours jouer la part d'union en matière de pouvoir, là même comme on dit qu'il y a pas de pouvoir indépendant, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Dans certains pays, le judiciaire est pris en otage par l'exécutif. Maintenant, s'il n'y a pas de volonté de soumettre, comment est-ce qu'on peut lutter contre la corruption? Maintenant, vous avez parlé également de différence qu'il y a entre les pays développés et les pays sous-développés en matière de corruption. Quelle est la différence? La différence, c'est que, tout d'abord, nous avons souligné qu'il n'y a pas de pays avec des zéros de corruption à l'extérieur. Il n'y a aucun pays qui soit à des zéros de corruption. Mais la différence, c'est au niveau, par exemple, du service offert à la population. C'est là le problème. Est-ce que la population a le minimum vital? C'est là le problème. Dans un pays, je crois que dans un pays comme la Chine, si je ne me trompe pas, le pot de vin n'est pas perçu pour être de corruption. Alors que dans la littérature classique de la corruption, le pot de vin est de corruption. Mais dans certains pays, le pot de vin n'est pas perçu pour être de la corruption. C'est perçu pour être un acte d'intermédiation financière, d'intermédiation commerciale. Mais si on prend l'impact, comment dirais-je, le service qui a fourni à la population, c'est la différence. Qu'est-ce qui a fourni de service à la population? C'est là le problème. C'est là où on va avoir l'impact de la corruption. Tous les grands pays comme ça. D'ailleurs, un auteur même dit que la corruption est exportée dans les petits pays. Là, on peut remonter, comment dirais-je, aux occupations d'Haïti. En fait, les Américains en 1915. Il y a pas mal d'historiens qui ont dit que Haïti a exporté sa corruption, a importé sa corruption, excuse-moi. Il y a des historiens qui disent que Haïti a importé sa corruption. C'est pour dire que les grands pays, ils sont les promoteurs de la corruption. Mais chez eux, comme l'Haïti, pratiquement, il y a des forces de pression, il y a des organisations. L'Haïti, c'est également son travail. L'Haïti, c'est un minimum d'indépendance. C'est là le problème. C'est là la différence. C'est est-ce que les institutions fonctionnent? Est-ce qu'il y a vraiment une séparation de pouvoir, une certaine indépendance au niveau des pouvoirs? C'est là la différence. Merci. Peut-être il y a un participant qui, en fait, il a commencé par dire qu'il ne voit pas comment la DGI puisse parler de lutte contre la corruption. Donc, dans son intervention, c'est comme si la DGI serait l'institution la plus corrompue du pays. On reconnaît, donc on l'a dit, on reconnaît que dans la desserte des services, le fait qu'on ne met pas tout en œuvre pour offrir un service de qualité aux contribuables,
Donc, ça ouvre la voie à beaucoup d'actes de corruption. Est-ce une raison pour dire que le fait qu'il y a des actes de corruption posés à la DGI ne peut pas participer dans la lutte contre la corruption? Au contraire. Donc là, maintenant, la DGI peut participer. Donc, en tout premier lieu, la DGI doit chercher à améliorer la qualité de ses services. La DGI doit renforcer, par exemple, ses services de paiement en ligne. Donc là, pourquoi, par exemple, on ne peut pas remplir ses obligations en ligne et on paie en ligne? Donc la DGI doit tout mettre en œuvre pour réduire le coût de la transaction entre le contribuable et l'administration. Donc, je ne vois pas pourquoi la DGI ne peut pas participer à la lutte de la corruption, de la lutte contre la corruption. Donc, autre chose, il y a un point, c'est Louis-Jacques, c'est ça? Oui. Donc, il a souligné la population a un rôle important à jouer en matière de lutte contre la corruption. Il revient à la population de faire pression sur les services publics pour recevoir un service de qualité. Et souvent, qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, vous voudriez avoir un service à la DGI? Le plus souvent, vous attendez le dernier moment pour remplir une obligation fiscale. Et c'est un moment où vous avez besoin d'un papier, d'une patente, pour dire quelque chose, et puis vous vous empressez à avoir ce papier. Donc, c'est à ce moment-là que vous avez pensé à remplir vos obligations fiscales. Comme vous êtes dans l'empressement, je le reconnais, il n'y a pas un service de qualité. Souvent, c'est le citoyen même qui recherche une intermédiaire aussi pour faire avancer. Donc, maintenant, c'est important de faire pression sur les organismes publics pour qu'ils puissent nous offrir un service de qualité. Mais cela ne signifie pas que la DGI n'a pas son rôle au contraire. La DGI a un rôle prépondérant à jouer en matière de lutte contre la corruption. Et rapidement, j'ajoute quelque chose. Souvent, on se dit, par où commencer? Bien, sachez que, comme le représentant de l'USSC vient de le mentionner, il n'y a pas un problème de loi. Les lois sont là. D'ailleurs, quelqu'un me l'a dit lorsque je devais rentrer à la direction générale des impôts. Les lois sont là. Donc, les menottes sont là également. Donc là, maintenant, c'est la mise en œuvre des lois. Et le plus souvent, un petit geste compte. Je me rappelle, j'ai rencontré une fois un ancien directeur du USSC, étant donné que je représentais la direction générale des impôts, et puis il est venu auprès de moi pour féliciter la direction générale des impôts parce que la direction générale des impôts a permis à l'État haïtien, à Haïti, de prendre 2 points dans un rapport de Transparency International. Et pourquoi? Parce que à cette époque-là, on était à fond sur les déclarations définitives d'impôt sur le revenu. On mettait beaucoup d'accent dessus et puis on voulait que tout le monde remplisse cette obligation. Bien, ça a permis à Haïti d'engranger des points dans le rapport de Transparency International. Et à cette époque-là, on était à fond dans le recrutement sur concours à travers tout le pays. Parfois, vous posez de petits actes et que vous ne pensez pas que ça va avoir un impact considérable. Et il a eu à féliciter la DGI parce que à cette époque-là, donc là, la DGI a permis à Haïti d'avoir des points dans le rapport de Transparency International. Donc là, maintenant, c'est toujours important de prendre. Par où commencer? Oui, il faut commencer par des petits actes pour éradiquer la corruption. Ok, le premier pas, les autres pas seront révélés. Alors, je vous dis aussi, nous avons une assistance virtuelle. Nous sommes sur Zoom modernement. Il y a des questions sur le Zoom. Et entre-temps, pour ceux qui sont virtuels avec moi, il y a ajouté le café. Allez vous servir véritablement
Sans problème, et nous continuons. Je vais prendre une série de questions de Zoom. C'est une question pour la DGI. Ma question a rapport à la DGI. Pourquoi les travailleurs n'ayant déclaré aucune profession paient le même montant pour renouveler leur matricule fiscale que les travailleurs ayant déclaré une profession? Ce acte n'est pas aussi une forme de corruption? Une autre question, toujours avec notre assistance virtuelle. Bien que la mission de la DGI, est de collecter des impôts a priori, comment peut-on aspirer à une administration sans corruption si elle collecte des impôts, par exemple, d'individus ayant séquestré un terrain ou maison et exiger en même temps du vrai propriétaire le même impôt? C'est controversé. Cette attitude de la DGI qui devrait exiger certains documents avant de simplement collecter, car elle légalise aussi l'attitude des fraudeurs. Une dernière question de la salle virtuelle. La DGI a-t-elle un bureau où le contribuable peut porter plainte pour un agent de l'apportement? Je lis les questions qui ont été formulées dans la salle virtuelle. Et c'est cette deuxième série, c'est la DGI. Vous savez, c'est la DGI, on est passé là. Oui, c'est ça. Et je suis habitué à ça. En fait, pour les deux premières questions que vous avez, donc je les prends comme des commentaires. Et je les note parce que, effectivement, si on établit que quelqu'un ne travaille pas, mais je dirais, si on établit que quelqu'un n'a pas de source de revenus, je rectifie. Donc là, cette personne est ou bien un chômeur, ou bien vacataire, ou bien autre, eh bien, la loi prévoit effectivement que le montant à payer, c'est 250 gouttes pour le matricule. Donc, si un contribuable est dans cette situation et on lui fait payer quand même 1000 gouttes, donc là, c'est une mauvaise application de la loi. Et une mauvaise application de la loi peut être considérée comme étant un acte de corruption. L'autre aspect concernant l'enregistrement, donc là maintenant, qui enregistre avant, est-ce que c'est celui qui a acheté avant, donc là, tout. Donc je prends ça comme commentaire, donc que j'aurai à soumettre justement à l'attention de la direction générale, donc pour justement surveiller, donc notamment lui de contrôle également, pour surveiller sur comment et sur la façon dont on exécute et on applique cette disposition de loi sur l'enregistrement et la conservation foncière. Pour le troisième point, ça concerne. Oui, allez, si vous voulez. La DGI a-t-elle un bureau pour se porter plainte pour un agent? Je vois que la personne a dit que l'agent a porté plainte. Donc, justement, et actuellement, si un contribuable se trouve lésé, il y a les procédures qui sont établies. Donc, un contribuable se trouve lésé, en tout premier lieu, il peut s'adresser au service qui a liquidé. Ça, c'est le recours administratif. Donc, si maintenant, malgré tout, le contribuable n'arrive pas à un terrain d'entente avec la structure qui a lésé, qui a liquidé, par exemple, si c'est la DGC qui a liquidé, donc là, d'abord, on s'adresse à la DGC. Si malgré tout, il n'y a pas eu l'issue, donc là, l'affaire sera portée par devant la direction générale. Mais encore, on est dans le recours administratif. Et si l'affaire n'est pas réglée au niveau de la direction générale, eh bien, elle peut être portée par devant le ministre de l'économie et des finances, qui est notre supérieur hiérarchique. Donc là maintenant, si même arrivé au niveau du ministère, l'affaire n'est pas réglée,
Donc là, on va entrer dans une autre phase, c'est la phase contentieuse. L'affaire sera portée par devant le tribunal administratif, donc la Cour des comptes et du contrôle administratif pour le volet du tribunal administratif. Alors, maintenant, nous allons retourner dans la salle physique. Si on est, bon, alors, 3 questions encore. Une série de 3 questions. OK. De cette zone-là, on a déjà posé une question, 2 questions de cette zone. Je vais ici et après, parfait. Vas-y. Allez, il n'y a pas de micro? Il n'y a pas de micro. Que je t'écoute. Il n'y a pas de micro. Merci l'intervenant pour leurs interventions. Je salue la main du Paul. Je suis Dorika Italie, je suis le président juridique en économie. Donc, et le premier champ de mon intervention est plutôt sur la question du circuit de corruption. C'est-à-dire, les lectures sur ce qui a trait à la corruption me montrent que les corrompus, dans leur démarche de corruption, une fois entrés dans cette dynamique, l'argent qu'ils génèrent pour la dynamique de la corruption est soit envoyé sous forme de blanchiment, soit envoyé dans des paradis. Donc, l'économie haïtienne est à 80%, fonctionne à 80% dans l'informel. Est-ce que la DGI, dans une bonne démarche de lutte contre la corruption, ne devrait pas attaquer et cette question d'informalité dans l'économie haïtienne? Ça, c'est le premier volet de ma question. Alors, laisse le tour volet après, nous allons arriver ici. Allez-y. Vous avez noté, hein? Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Moi, je remercie panélistes, à savoir les représentants de la DGI et de l'ULCC. Moi, c'est Lionel Saint-Félix. Je vais poser une question à DGI. Moi, personnellement, je suis contribuable. Le management DGI central, moi, souvent, mon paquet de monde qui a fait ligne pour le pays. Et souvent, c'est ça qui vient fait que, en pile fois, nous obligés aller dans un intermédiaire toxique. D'ailleurs, moi-même, j'ai des numéros de téléphone intermédiaires dans le téléphone. Oui. Est-ce que le fait que l'homme a le pays dans le DGI, il est obligé de prendre, par contre, il y a une ligne qui est 100 là-dedans. D'ailleurs, nous obligés de faire une tente ou bien un préfabriqué pour nous faire au chita. Et nous devons venir dans le DGI, il fait une journée, il n'y a pas qu'à payer. Est-ce que pas une formule que DGI travaille sur lui pour résoudre le problème ça, si nous dit que nous voulons travailler beaucoup plus contre la corruption, parce que nous pensons que le problème ça, parce que son problème de service lié, problème ça, nous pensons qu'il nourrit en pile, problématique corruption dans Ouattara. Son question pour DGI. Ma dernière question, mais c'est si pour l'ILCC. Ma dernière question, c'est si pour l'ILCC. L'ILCC, bah. Bonjour tout le monde. Donc, c'est Benzi, ma maîtrise d'économie de l'université SPA. En fait, question par l'un, j'ai envie de dire là, c'est pour l'ULCC. L'ULCC t'a parlé de l'indice de perception de la corruption que Transparency International a proposé. En fait, pour ne pas en fait, l'idée de son indice proposé, il y a plusieurs éléments là-dedans. Côté que, là, on qui compose, il y a composant qui est plus poids en dedans, dit ça. Et puis, deuxième partie, c'est surtout parce que tu as observé que, est-ce que vous croyez que Transparency International trop sévère avec, comme si, l'indice là sur Haïti?
Est-ce que vous estimez que le droit sévère? OK? Ah ouais, ça dernier pas comme je suis commentaire. Non, mais alors, ça c'est commentaire lié à une question. Non, vous regardez, alors, est-ce que je commentaire pour vous? Commentaire pour nous parce que dans 3 heures, nous avons une question pour l'ILCG dans la salle habituelle là. Une semaine avant l'assassinat de Jovenel Moïse, l'ILCC a lancé un mandat d'armée contre le nommé Réginald Poulos. Où en sommes-nous? Alors, on va répondre à cette question. On peut s'il vous plaît. L'atmosphère est gardée le calme. Alors, on va répondre aux questions. Je crois que c'est très animé. Mes chers amis, je crois que c'est très animé. Vous avez l'adresse électronique de l'APEC, c'est pas vrai. Vous êtes ici, vous pouvez toujours écrire et envoyer les questions. Nous n'avons pas le privilège de poser et répondre. Et nous allons les transmettre aux intervenants qui vont nous envoyer les réponses. En tout cas, en attendant, maintenant, on va répondre aux questions qui étaient posées. La première question porte sur justement la fiscalisation du secteur informel, de la fiscalisation du secteur informel. Donc, ce n'est pas que je cherche à planifier une sorte de marionnage par rapport à cela, mais c'est important de comprendre qu'au niveau de l'État, chaque organe a sa responsabilité. L'impôt, vous avez mentionné que vous étudiez l'économie, vous savez que c'est un instrument de politique économique. Donc là, au niveau de la politique économique, il peut y avoir un volet qui porte justement sur la fiscalisation du secteur informel. Et je vous dis que la politique économique du pays ne relève pas de la Direction générale des impôts. Ça relève du ministère de l'économie et des finances. Donc là maintenant, ça aurait été intéressant. C'est évident que la DGI a un rôle à jouer dans le montage de la politique économique en communiquant des données si disponibles sur les secteurs informels. La DGI a un rôle à jouer également dans la mise en œuvre de la politique économique portant sur la fiscalisation du secteur informel. Mais il ne revient pas à la DGI d'élaborer une politique économique qui porterait sur la fiscalisation du secteur informel. L'autre question concernant le paiement, donc la longue ligne qui a généralement à la DGI. C'est un problème. Est-ce qu'on est conscient que ça ouvre la voie, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, automatiquement il y a une mauvaise qualité de service, c'est évident que ça ouvre la voie à des actes comme vous l'avez si bien mentionné. Donc là, vous avez un numéro et plusieurs numéros d'intermédiaires toxiques. Donc là, maintenant, vous reconnaissez en le disant, vous reconnaissez que vous participez également à pérenniser cette pratique. Non. Regardez votre calme. Peut-être qu'elle est intéressante que vous ne soyez pas d'accord. Laissez-le terminer. Maintenant, il y a un aspect que vous devez comprendre. En fait, deux aspects. Il est vrai que ces derniers temps, on reconnaît que la pression est beaucoup plus sur les opérations, notamment par rapport au volume de demandes qu'on a, notamment pour le droit de passeport. Mais souvent, qu'est-ce que vous constatez? Pour avoir le droit de passeport, il n'y a pas beaucoup de temps. Vous entrez dans le bâtiment préfabriqué à l'avenue du Stock, vous avez le droit de passeport en main. Ensuite, vous vous rendez à une caisse de DRH pour payer le droit de passeport. Maintenant, voyez, je vous parle d'une caisse de la DRH. Il arrive que cette caisse de la DRH se trouve au sein de la Direction générale des impôts. Et à travers cette caisse, vous payez les impôts. Donc là, mais c'est une caisse de la DRH. DRH, c'est une office. Et souvent, la longue ligne qu'on a, c'est par rapport
à la disponibilité d'agents caissiers à la BRH. Le plus souvent, je mets de côté donc, le droit qu'on paie pour le matricule, qu'on paie directement là où vous recevez le service. Mais dans la plupart des cas, la longue ligne qu'on a, c'est pour le paiement. Vous remarquez que j'ai bien aimé l'approche de monsieur. Le fait qu'il y a une sorte d'ignorance dans votre tête, c'est encore la DGI, mais vous n'êtes pas intéressé à faire la pression sur la BRH pour augmenter le nombre de caissiers, par exemple, dans les bureaux de la DGI. Vous voyez? Donc là, je vous connais, effectivement, ça peut être également une demande de la Direction générale des impôts pour augmenter le nombre de caissiers pour réduire la ligne à fait d'affaires. Mais généralement, vous tirez à boulet canon sur la Direction générale des impôts, alors que c'est une caisse de la BRH. Ok, j'aurais à partager. D'accord. Merci, monsieur David. Avec monsieur David, ça chauffe, oui. Pour répondre à la première question, est-ce que la Transparency International est procédée en Haïti et quels sont les détails, comme on dirait, de 2010? Ça, c'est un petit peu très technique. Il y a plusieurs variables, dépendant des calculs. Ça demanderait une représentation pour vous expliquer en détail la composante de l'indice. Mais je ne peux pas dire que la Transparency International est procédée avec Haïti. Je voudrais seulement souligner que ce n'est pas un indice de mesure. On ne peut pas parler de relation de cause à effet, mais plutôt de corrélation. C'est ce que je voulais souligner. Mais l'indice n'est pas tombé du ciel. Dans une enquête que la Brigade a menée pour l'ULCC, et pas mal d'institutions haïtiennes étaient perçues par le public comme corrompues, mais c'est en fonction des services qui n'ont pas, que le ministre n'a pas reçu. La DGI, par exemple, a été perçue dans ce rapport-là pour être une institution très corrompue. C'est en fonction du service que le grand public de les ménages on fait ce constat-là. C'est pour dire que l'indice n'est pas tombé du ciel, mais en même temps, ce n'est pas un indice de mesure. C'est un indice de perception, c'est une approche pour façon de voir les choses. Et pas mal de pays ont tendance à critiquer l'indice, ils pensent qu'il y a une part de subjectivité dans l'indice. C'est ce que je voulais souligner. Maintenant, pour l'autre question, à savoir où est-ce que nous en sommes avec le mandat élu contre un homme d'affaires haïtien. J'aimerais bien mentionner que l'ULCC joue le rôle d'OPJ, l'officier de police judiciaire. Nous sommes l'auxiliaire de la justice. Une fois que l'ULCC envoie son rapport au parquet, nous sommes presque dessaisis du rapport. Mais pour ce qui est de ce dossier-là, un représentant du service juridique de l'ULCC soit bien placé pour cette question. Je crois que c'est ça le titre. Mais un représentant du service juridique soit bien placé pour cette question. Mais n'oubliez pas que nous sommes un officier de police judiciaire, nous sommes un officier de la justice. Une fois que l'ULCC envoie son rapport au parquet, eh bien, c'est parce que c'est du dossier. On peut toujours faire le suivi avec le parquet, mais on n'a pas que pouvoir forcer le parquet à prendre des décisions. Ça, vous devez comprendre, nous ne sommes pas une instance de jugement, nous sommes une instance d'enquête. Nous faisons des enquêtes, nous devons les rapports, nous envoyons ces rapports-là au parquet. Une fois le rapport a été envoyé au parquet, nous sommes presque décisifs. Ça, il faut le comprendre. Yes. Très bien, mesdames et messieurs. Vous avez des questions et vous aurez encore des questions. C'est pas vrai? C'est une bonne chose avec commencement et une. Alors, avant d'écouter le mot de la fin, mais pas la fin des mots, les panélistes, je vais appeler au litre Madame Thorazine pour quelques annonces. C'est un nom calier à nous. Monsieur bien ici, Thorazine. Merci, M. Laurent. Et je ne vais pas, comment dire, interrompre l'atmosphère de discussion et de débat, mais c'est juste pour passer une annonce par rapport à la programmation du forum. Donc, on aura pour le mois d'août, c'est ce même schéma. Et pour le mois d'août, on aura le vendredi
25 août, on aura l'UCREF et la Cour d'appel pour leur présentation respective par rapport au fond. Merci. Alors, c'est 27 août, l'UCREF à août, c'est ça? 27 août. 25 août, 25. Ah, dernier vendredi, 25 août. Alors, rendez-vous, vendredi, 25 août, midi 30, pile. UCREF et la Cour d'appel, il y a déjà une représentant de la Cour d'appel qui est là. Substitut du commissaire à la Cour d'appel, le prestigieux magistrat Laurence Mathieu. Alors, mesdames et messieurs, le mot de la fin n'est pas la fin des mots. Mais alors, pour aujourd'hui, une minute chaque. Rapidement, et je dis que je comprends la réaction du public par rapport à la direction générale des impôts. Elle le mérite bien. Et on est conscient qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire pour améliorer la qualité du service et ce faisant, participer à la lutte contre la corruption. On s'y engage notamment à travers le plan stratégique 2023-2026. Bien, pour conclure, je dirais que pour lutter contre la corruption, je encore des propos, il faut une volonté politique au plus haut sommet. Car Haïti n'a pas vraiment une administration, mais surtout une mise en œuvre. Et il faut comprendre également que la lutte contre la corruption n'est pas seulement l'affaire de l'exercice de tous. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs, la première série de conférences de forum anticorruption de l'Afrique. Ça a été un plaisir de vous servir cet après-midi. Nous prenons rendez-vous avec vous le vendredi 25 août pour UCREF et la Cour d'appel. D'ici là, je compte de vous et à bientôt. Merci à vous tous et à